C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette édition en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, nous allons passer aux détails de nos informations. À la une de cette édition, plus de 878 kilos de tourmaline, des pierres précieuses en provenance du Kalamavoun et d'Amboust ont été saisies par la gendarmerie nationale le 30 septembre dernier. Ces pierres précieuses auraient été exploitées illicitement. 6 ressortissants guinéens ont été arrêtés dans cette affaire et le véhicule d'un membre du Conseil supérieur de la transition saisi. Les détails dans ce reportage de Fetaniana Mambaouk et d'Albertin Rabialerif. Après le scandale impliquant un membre du Congrès de la Transition, impliqué dans des affaires d'exploitation illicite de bois de rose, et celui d'un fils de CT inclus dans des affaires d'exploitation illicite et illégale d'animaux endémiques, l'embarras range également le Conseil supérieur de la Transition avec l'un des leurs qui est impliqué dans un trafic de tourmaline, une pierre précieuse qui se vend, même brute, à 80 000 arrières le kilo sur le marché international. Pour rappel de faits, 6 Guinéens ont été arrêtés sur la route nationale numéro 7 au niveau d'un tirabé vendredi dernier à bord d'un véhicule appartenant à un membre du CST. En provenance du Kalamavoun Fianarantsoa et d'Amboust, ces Guinéens transportaient environ 877,424 kg de tourmaline dans leur voiture. Les produits miniers convergent vers Antananarivo pour être transformés ou pour être exportés à partir de l'aéroport d'Ivato. Donc nous avons renforcé les contrôles sur les grands axes routiers et le 30 septembre vers 19h30, nous avons pu arrêter 3 Africains. Ils étaient avec 300 kilos, environ 300 kilos de produits miniers, de tourmaline, donc sans papier. Le lendemain, le 2 octobre, vers 1h30 du matin, toujours en Tirabé, on a encore intercepté une voiture affectée à la présidence de la République, mais utilisée par un membre du Conseil supérieur de la transition. Cette voiture était donc interpellée, interceptée, et il avait à bord environ 400 kilos de produits miniers, toujours sans papier. Actuellement, donc, il y avait 3 Africains aussi à bord. Donc, actuellement, en résumé, il y a 6 Africains qui vont être déférés au parquet ce matin et environ 877,424 kilos de produits miniers saisis. Mais hier soir, nous avons procédé à des perquisitions au domicile des personnes en cause. Et on a encore pu récupérer ces produits-là, environ 4 tonnes à 5 tonnes de produits miniers encore. Cette prise constitue, selon le général Ravalman Richard, le premier résultat de la mise en place depuis la semaine dernière d'un véritable dispositif de lutte contre le trafic illégal de pierres précieuses. Selon toujours la gendarmerie nationale, accompagnée de la police des mines, ces Africains ont révélé durant l'enquête que leur bailleur de fonds est basé à Bangkok au Thaïlande, là où les opérateurs en pierres précieuses venant de Madagascar poussent comme des champignons. Les 6 Guinéens ont été déférés au parquet ce jour et seront poursuivis pour blanchiment d'argent, faux et usage de faux, ainsi que d'infractions minières devant la justice malgache. Quant au membre du CST, il a été convoqué par la gendarmerie nationale ce jour, mais jusqu'à présent, l'on ne sait pas encore s'il a répondu ou non à la convocation ou a usé aussi pour sa part de l'immunité parlementaire. Toujours dans cette page économie, le bois de rose ainsi que le bois d'ébène en provenance de la Grande Île sont actuellement inscrits dans la liste de l'annexe 3 de la Convention CITES. Cette convention réglemente le commerce international des espèces menacées d'extinction. C'est le gouvernement malgache qui aurait demandé à ce que nos bois de rose et bois d'ébène soient inscrits dans cette liste afin de renforcer la lutte contre le trafic des bois précieux.
Les bois précieux malgaches, entre autres le bois de rose et le bois de benne, ont été inscrits dans la liste de la convention CITES dans son annexe 3. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois précieux à Madagascar, et plus particulièrement celui du bois de rose, le gouvernement de la transition a demandé auprès de cette instance internationale d'intégrer ces deux espèces de bois dans cette liste. L'objectif étant de mettre un terme à la vente de ces bois précieux sur le marché international, sachant que 175 pays dans le monde adhèrent à cette convention, y compris la Chine, premier pays importateur de bois de rose en provenance de Madagascar. Le ministère de l'Environnement se réjouit de cette décision de la CITES. Il s'agit pour nous de l'aboutissement d'une longue procédure de consolidation et de protection de nos richesses à l'échelon national et à l'échelon international. On a estimé que l'année dernière, au mois de septembre, qu'il fallait que quelque part nous disposions d'un instrument juridique international plus contraignant qui nous assure que nos espèces seront protégées aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est ainsi que nous avons estimé que l'inscription à l'annexe 3 de la convention CITES nous rassure que tous les pays membres de cette convention, ils sont au nombre de 119 pour le moment. Tous ces pays ont l'obligation légale de déclarer la présence de ces produits sur leur territoire du moment que ces produits ne seront pas assortis d'autorisation légale de l'autorité malgache. Depuis 2009, le trafic illicite des bois précieux à Madagascar a pris de l'ampleur. En espace d'un an, le nombre de bois de rose exploités a doublé selon les informations de la plateforme des sociétés civiles. Or, le trafic de bois de rose a terni l'image de la transition tant au niveau national qu'international. Les mesures prises, comme l'arrêté ministériel interdisant l'exploitation et l'exportation de bois de rose, n'a pas empêché la recrudescence de ce trafic. Page sociale maintenant, la première dame a visité l'école primaire publique d'Antanambao dans la commune rurale d'Amboui-Mangakil ce jour. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l'association FITI qu'elle préside a gâté près de 380 élèves de cette école publique en leur offrant des fournitures scolaires. Cette école vient également d'être dotée des nouvelles infrastructures. Reportage de Anna Muriel et Nzara Randriatou. Le PP Antanambao, 6 dans la commune rurale d'Amboui-Mangakil, figure parmi les établissements scolaires accueillant des élèves issus des familles les plus nécessiteuses de cette partie de la région d'Analamang. Le PP elle-même était dans un piteux état car depuis sa création en 1960, aucun travaux de reconstruction ni d'entretien n'ont été faits. 70% des élèves au sein de cette école publique sont pauvres, a souligné le directeur de cette EPP. Pour pallier ce problème, mais surtout pour venir en aide aux parents pour cette rentrée scolaire, l'association FITI a apporté son soutien. Le PP a été donc doté de 2 salles de classe pour les 47 élèves en préscolaire, dont une salle pour la petite section et une autre pour la grande section. Ces 2 salles de classe ont été inaugurées ce jour. L'association FITI a également octroyé une pompe électrique afin que l'école ait accès à l'eau potable. Elle a par la même occasion offert des toilettes, une cantine scolaire équipée et un aire de jeu à la disposition de tous les élèves. À l'endroit des enfants, l'association FITI a octroyé des fournitures scolaires, entre autres un sac à dos, une trousse, des crayons de couleur, des crayons de bois, 10 cahiers, des craies et une ardoise par élève. Ces fournitures servent surtout à les motiver pour toute l'année, car le taux de déperdition reste élevé dans cette école. D'ailleurs, cette initiative permettrait aussi d'alléger les dépenses des parents, car le directeur lui-même a souligné que les fournitures n'ont jamais été complètes depuis toujours. L'on a pu percevoir durant cette journée plus de 380 sourires émanant des élèves de cette EPP qui ont promis leur meilleur durant cette année scolaire. Cerise sur le gâteau, après la distribution des présents aux élèves, l'association FITI a offert un goûter constitué de maïs et du jus, et rappelant que la rentrée officielle a eu lieu ce jour.
En parlant du jour d'éducation, c'est parti pour une nouvelle année scolaire. Les élèves des écoles publiques sont retournés sur les bancs de l'école depuis ce jour. Comme pour le PP d'Alarbi Amboulou, cette première journée s'est déroulée dans le calme. La majorité des élèves ont presque répondu présent. Ce jour, les enseignants ont juste pris contact avec leurs nouveaux élèves. Reportage sur les images de Michel Racoutsan. En 2055, Madagascar subira une augmentation de la température de 1,3 jusqu'à 2,5 degrés Celsius par rapport à ce qui s'est passé en 1961 et 1990. Cela est dû au changement climatique. À part la pollution, l'utilisation des matériels électroniques comme les climatiseurs sont en effet les principaux facteurs de ce changement. Le fait est que la plupart des maisons à Madagascar ne sont pas conçues pour faire face aux conséquences du changement de température. Nombreux sont ceux qui utilisent des matériels inappropriés pour l'environnement. Construire une maison en fonction du climat de la région est pourtant une solution pour faire face à la chaleur ou au froid. Une maison située à Mahadingue doit par exemple avoir des auvents afin d'empêcher la lumière de pénétrer à l'intérieur, ce qui est tout à fait le contraire de celle d'un tirabé, connu par ses températures les plus bas de l'île. Sur ce, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Adzonjenanarville, a affirmé que la construction des maisons en dehors des grandes villes s'avère utile. Si les effets des changements climatiques se résument au fait que soit le climat est extrêmement froid ou chaud, dans d'autres régions, les effets sont plus graves, à l'instar de la destruction de la ville de Mourndave suite à l'érosion maritime. Dans le but d'éviter la dégradation des changements climatiques, cette journée mondiale de l'habitat a été placée sous le thème « Les villes et le changement climatique », un thème choisi par les Nations Unies. Un tout autre sujet maintenant. Cette année, la Journée mondiale de l'habitat est placée sous le thème « Les villes et les changements climatiques », un thème choisi par les Nations Unies et qui cadre bien avec les réalités à Madagascar. En effet, la majorité des logements à Madagascar n'auraient pas été construits pour résister aux conséquences des changements climatiques. Magne Twinjaf et Albertin Ramialeri. En 2055, Madagascar subira une augmentation de la température de 1,3 jusqu'à 2,5 degrés Celsius par rapport à ce qui s'est passé en 1961 et 1990. Cela est dû au changement climatique. À part la pollution, l'utilisation des matériels électroniques comme les climatiseurs sont en effet les principaux facteurs de ce changement. Le fait est que la plupart des maisons à Madagascar ne sont pas conçues pour faire face aux conséquences du changement de température. Nombreux sont ceux qui utilisent des matériels inappropriés pour l'environnement. Construire une maison en fonction du climat de la région est pourtant une solution pour faire face à la chaleur ou au froid. Une maison située à Mahadingue doit par exemple avoir des auvents afin d'empêcher la lumière de pénétrer à l'intérieur, ce qui est tout à fait le contraire de celle d'un tirabé, connu par ses températures les plus bas de l'île. Sur ce, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Adzonjenanarville, a affirmé que la construction des maisons en dehors des grandes villes s'avère utile. Si les effets des changements climatiques se résument au fait que soit le climat est extrêmement froid ou chaud, dans d'autres régions, les effets sont plus graves, à l'instar de la destruction de la ville de Mourndave suite à l'érosion maritime. Dans le but d'éviter la dégradation des changements climatiques, cette journée mondiale de l'habitat a été placée sous le thème « Les villes et le changement climatique », un thème choisi par les Nations Unies. Autre sujet, le Salon de l'Auto 2011 est sans doute l'événement phare de ce mois d'octobre. Un événement qui se tiendra du 6 au 9 octobre prochain au Centre de conférence international d'Ivatu. À part les expos-ventes, diverses animations sont également prévues d'après les explications de Luc Ragumaharsou, responsable au sein de la société Sodirex. Écoutons ses propos. Oui, alors comme animation cette année pour l'édition 2011, nous aurons, comme il y a 2 ans, donc une tombola avec une voiture à gagner. Alors la voiture, il faut préciser, en fait, c'est comme il y a 2 ans, les concessionnaires membres du GCAM donc, vont proposer un véhicule et le gagnant qui sera tiré au sort pourra choisir parmi tous les véhicules qui lui seront proposés.
Voilà. Donc ça c'est quand même l'animation principale, donc on peut jouer par SMS, on pourra également acheter des billets sur place durant l'événement, donc pour pouvoir gagner donc un véhicule. Donc c'est quand même l'animation principale. Après, donc dans tout ce qui est divertissement pour le public et pour agrémenter le salon, il y aura exactement comme il y a 2 ans le fameux Sexy Laval Show. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu éventuellement il y a 2 ans, ce sera l'occasion de pouvoir le revoir. C'était une animation qui avait beaucoup plu. On associe toujours ce genre de show au sport mécanique dans le monde de l'automobile, donc c'est pour cette raison qu'on va la représenter. Mais après, il y a aussi d'autres animations, donc plus soft, si l'on peut dire. Vous aurez une compagnie de danse, la compagnie Interdit, qui nous fera des présentations de ses chorégraphies donc, durant le salon. Vous avez aussi les traditionnelles lections Miss et Mister, voilà, donc qui sera ouvert d'ailleurs à toutes les hôtesses, même au public qui a envie de participer. Après, pour les enfants, vous avez également, parce que l'objectif c'est quand même que les gens puissent venir en famille, donc il y aura quand même des toboggans gonflables pour les enfants, pour qu'ils puissent passer la journée plus agréablement. Il y aura également aussi des expositions de véhicules, alors que ce soit des véhicules tuning ou des véhicules de collection, voilà, que les gens pourront trouver. Et après, la grande nouveauté cette année, c'est la présence de 2 tables rondes sur 2 thèmes bien précis qui sont la formation technique et deuxièmement la mobilité urbaine. Voilà. Donc cette année, le groupement a quand même décidé de vouloir soulever des débats d'intérêt qui concernent donc, le secteur automobile. Et donc nous aurons ces 2 tables rondes le jeudi après-midi et le samedi après-midi. Voilà. Après, donc d'un point de vue animation quand même, donc il y a Viva qui diffusera donc en direct au moins à peu près 2 heures par jour le matin et l'après-midi ce qui se passera sur le salon. Donc nous avons organisé justement tout cela pour que les moments clés et les moments forts du salon puissent être transmis en direct pour les personnes qui n'auraient pas l'occasion de pouvoir se déplacer à Yvato. Le personnel du service client a l'honneur chez Telma. Cette société de téléphonie mobile organise en effet depuis ce jour la semaine du service client. Cet événement mettra en valeur les téléconseillers dont le métier est de servir le client. Les responsables prévoient même d'améliorer les conditions de travail et salariales du personnel du service client. Selon les dires du directeur général de Telma, un employé satisfait et épanoui veut dire forcément un client satisfait. Reportage. Des appels qui n'aboutissent pas pour cause de perturbation des réseaux, des surfacturations ou encore la lenteur ou la lourdeur de la préparation des dossiers des clients, ce sont pour la plupart du temps des désagréments subis par les clients des opérateurs de téléphonie mobile. Pour cette société de téléphonie mobile qui couvre actuellement presque la grande île, des efforts ont déjà été faits pour améliorer les offres à proposer aux clients. Néanmoins, son premier responsable affirme et admet qu'effectivement, tout n'est pas parfait dans leur service. On n'occulte pas les problèmes que nous rencontrons. Vous savez, on est dans les technologies, ça n'est jamais tout rose. Hein, ça ne marche pas tout le temps parfaitement. On a des soucis, tout le monde a des soucis. Mais nous, ce qui va faire la différence, c'est qu'on va être en mesure d'apporter les réponses immédiates et d'anticiper même ces problèmes-là. C'est ça qui est aujourd'hui notre plus grand challenge pour les prochains mois. Actuellement, le service client au sein du groupe Telma est composé de 180 employés, dont une centaine travaillent comme des téléconseillers dont le métier est de servir le client. Ils travaillent 24 heures sur 24 heures tout au long de la semaine et de l'année. Après l'amélioration de la qualité des services, le responsable prévoit dans les prochains mois de faire des efforts pour améliorer les conditions de travail du personnel du service client, d'où l'organisation. Cela a débuté par l'organisation de la semaine de service client qui a commencé ce jour, un événement qui mettra en valeur l'importance de cette entité au sein de cette société de téléphonie mobile. C'est ce que je dirais, le groupe va faire les plus grands efforts dans les prochains mois envers les équipes, les femmes et les hommes, leurs conditions de travail, l'amélioration de leurs moyens, de leurs outils, leur épanouissement dans le groupe. Parce qu'un collaborateur satisfait, c'est forcément un client en face de lui qui est également satisfait
parce qu'il a les réponses qu'il veut, il a en face de lui des personnes qui sont enthousiastes, dynamiques, motivées et qui font passer leur énergie chez nos clients. Née d'une initiative américaine en 1992, la semaine de service client est célébrée chaque année pendant la première semaine du mois d'octobre. Point final à ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.